Pour introduire la première table ronde, un mot, une anecdote. Il y a une quinzaine d'années, j'étais au ministère des Transports, de l'équipement à l'époque, ça s'appelait. Et je m'occupais de financer les TGV, les routes, etc. Et il fallait trouver des sous. Et pour convaincre le président de la République et le Premier ministre de mettre de l'argent sur la mobilité, je leur ai vendu le fait que la mobilité, ça crée de l'activité économique. Et j'ai lancé les pôles de compétitivité, comme ça. Sur ce principe, on allait faire des études, on fait une route, on fait une loi de chemin de fer et on crée des emplois, effectivement. Bon, donc c'est bien nécessaire. Bien, voilà, c'était juste pour introduire la première table ronde. Les infrastructures de transport, levier de croissance industrielle durable, point d'interrogation. Et j'appelle à la table ronde Éric Richard, journaliste à la Nouvelle République du Centre-Ouest, qui va vous présenter la table ronde et les intervenants. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, si j'ai bien retenu vos consignes, si je puis dire, je vais appeler les différents invités. Je vais commencer par m'asseoir, ça va être le plus simple. Et donc, pour introduire donc, dans ces lieux dédiés, comme on l'a dit, à l'art contemporain, eh bien, on va évidemment parler d'un thème très contemporain et qui regarde surtout le futur. C'est ce qui va nous intéresser. Et donc, pour cela, on a fait appel à 4 experts. Et donc que je vais appeler en commençant par Madame Francesca Assetto, qui se lève et qu'on peut applaudir, c'est pas pour se mettre la pression, c'est pour s'encourager. Bonjour Madame, je vous en prie, Francesca Assetto, directrice régionale donc de SNCF Réseau, 25 ans de parcours dans le ferroviaire. Vous êtes une cheminote et fière de l'être. Vous êtes attachée à cette culture du chemin de fer et à la mission de service public, et on le comprend. Et puis un autre de vos engagements, c'est la place des femmes dans l'entreprise et dans l'encadrement. Vous nous en direz sans doute quelques mots tout à l'heure. Et donc vous êtes une diplômée de Sciences Po, vous avez fait un double parcours universitaire franco-italien, et je dirais plus largement, vous revendiquez là aussi, et vous en êtes fier, vous avez raison, la double culture franco-italienne. Une autre expertise, celle de Madame Élise Bon, que j'appelle également, et qui est ici. Madame Bon, bienvenue, asseyez-vous auprès de moi, voilà, parfait, me voilà parfaitement entouré. Élise Bon, double formation, vous, d'ingénieur du génie civil et d'architecture. Vous êtes en charge de l'environnement pour Vinci Autoroute. Alors vous avez, pour en dire quelques mots, exercé en bureau d'études avant de créer votre propre agence de maîtrise d'œuvre, hein, c'est cela. Et pour l'environnement, vous avez ensuite rejoint le groupe Vinci, d'abord Vinci Construction, et donc aujourd'hui, je le disais, Vinci Autoroute, en charge donc de l'environnement. Alors on parlera sans doute avec vous, n'est-ce pas, de l'espace foncier naturel, de cet environnement autoroutier, parce que l'autoroute, c'est pas seulement un long ruban de bitume sur lequel on roule plus ou moins vite, c'est aussi tout cet environnement. On regardera surtout ce que l'on peut en faire. Autre expertise, cette fois, elle est financière et juridique, avec Madame Marie de Tubert, qui nous rejoint. Bienvenue Madame, je vous en prie. Alors Marie de Tubert, vous de formation, vous êtes avocat. Vous êtes responsable de l'investissement lié à la transition énergétique et écologique et aux mobilités, donc à la Banque des Territoires, donc à la Caisse des dépôts. Vous me l'aviez fait remarquer à juste titre, ça n'est pas une filiale, mais c'est bien en quelque sorte la branche d'activité dédiée de la Caisse des dépôts. Vous nous donnerez bien sûr quelques exemples et vous nous parlerez bien sûr des interventions que vous menez en Centre-Val de Loire au service des mobilités. Il y a celle que l'on connaît déjà bien sûr, et ce sera bien sûr notre thème, celle du futur. Et puis dernier invité, c'est un monsieur, j'appelle monsieur Greg de Temerman. Alors là je disais présentation façon match de basket, là vous voyez on dirait vraiment un match de basket. Je vous en prie, rejoignez-nous Greg, vous êtes vous le scientifique de cette table ronde, vous êtes docteur en physique, vous êtes un enseignant-chercheur au départ, et depuis 2020 vous êtes le directeur d'un think tank, un groupe de réflexion qui s'appelle Xenon Research,
et qui produit notamment des études sur le futur à long terme, entre autres dans le domaine de l'énergie. Alors, pour lancer ce débat, Greg de Temerman, moi j'ai envie de vous poser la question et de parler en quelque sorte du contexte environnemental un peu brûlant d'actualité, puisqu'au lendemain de cette COP27 en Égypte, alors on en a déjà beaucoup parlé, largement qualifiée, au moins en France, de décevante. Vous aviez l'an dernier, je crois c'était dans le prolongement du rapport du GIEC, vous aviez indiqué qu'il nous restait à peu près 10 ans pour réagir et pour contenir évidemment notamment la hausse des températures, disons, dans les proportions les moins problématiques possibles. Juste un chiffre, mais vous nous en donnerez de plus éloquent encore, 40 milliards de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère par an à l'échelle de l'humanité. Ça reste énorme, évidemment. L'enjeu environnemental, bien sûr que c'est un incontournable du développement économique aujourd'hui. Alors moi, j'ai envie de vous demander où en sommes-nous et la trajectoire, je dirais, éco-responsable, c'est pour quand ? Je vais juste, merci beaucoup déjà, je vais juste qualifier quelque chose, il ne reste pas 10 ans pour faire quoi que ce soit, un changement climatique c'est graduel. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on voulait rester sous les 1,5 degrés, qui est l'engagement qui a été pris à Paris à la COP 21, il faudrait diviser nos émissions par 2 d'ici 2030, donc 8 ans, et arriver à la neutralité carbone en 2050. Si on se plaçait à un horizon 2 degrés, qui est l'autre chiffre de l'accord de Paris, il reste un peu plus de temps, il faut atteindre la neutralité carbone à peu près d'ici 50 ans. Mais c'est des échelles de temps qui sont très courtes. Vous l'avez mentionné, c'est 40 milliards de tonnes de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère chaque année. Pour vous donner un ordre de grandeur, 75% de ces émissions viennent du secteur de l'énergie. C'est 15 milliards de tonnes de charbon, pétrole et gaz qu'on brûle chaque année. 8 milliards de tonnes de charbon déjà. Donc c'est absolument énorme et ça va être les deux choses importantes dans la transition, c'est la vitesse et l'amplitude, parce qu'il faut aller très vite. Et donc il faut changer complètement un système énergétique et de transport, on en parlera, sur des durées très courtes et à l'échelle suffisante. Et pour ancrer dans le domaine des transports, les transports, en France, c'est 33% des émissions de CO2, c'est le gros pôle d'émissions, et en Europe, c'est 25-26%, donc on devrait en parler beaucoup plus que l'électricité, par exemple, qui en France n'est pas un problème. Alors voilà pour ces prémices en quelque sorte et ce débat posé sur le plan scientifique et les problèmes évidemment que tout cela pose. Je me tourne vers Francesca Aceto. On est ici dans la première région de France qui a signé avec l'État un accord sur ce qu'on appelle les dessertes fines, les petites lignes. Le président Fournier en a dit quelques mots tout à l'heure. Ce sont ces dessertes, vous savez, qui connectent en quelque sorte les agglomérations et le reste du territoire. Ça suppose bien sûr des infrastructures qui exigent une maintenance lourde, qui exigent une régénération, et c'est là qu'intervient notamment SNCF Réseau que vous dirigez pour cette région. Alors parlez-nous un petit peu de son implication sur le terrain et de tout ce que ça représente ici. Alors SNCF Réseau, j'ai vraiment voulu faire partie de cette table ronde parce que je pense qu'on est là à deux titres. On est un moyen pour le développement industriel parce qu'en effet, on représente une des plus grandes infrastructures de mobilité qui existent en France. Et à la fois, on est aussi un acteur industriel nous-mêmes. Voilà, moi, je travaille pour une entreprise industrielle. J'ai travaillé pour SNCF Voyageurs. C'était aussi, mais c'est peut-être davantage celle qui est visible, celle qui vend les billets de train, où on fait du marketing, des choses comme ça. Chez SNCF Réseau, on est tout d'abord une entreprise industrielle organisée comme une industrie. Donc voilà, on a vraiment cette double casquette et je vais peut-être pouvoir les détailler un peu. Et dans les deux cas, concernant notamment les enjeux de mobilité durable, je pense que nous faisons partie de la solution, malgré le fait qu'on nous voit souvent comme un problème, une contrainte, parce qu'on est cher, parce que l'infrastructure ferroviaire est un espace fini, dans lequel il faut organiser une multitude de demandes d'acteurs, que ce soit du transport voyageur, du transport de fret, voire notre maintenance et nos travaux qui prennent aussi de la place sur cette infrastructure. Donc c'est un peu moi, malgré toutes ces contraintes, je pense que nous faisons partie de la solution et de l'avenir, et c'est ce pourquoi on se bat tous les jours aux côtés des acteurs très impliqués que sont la région et puis l'État. Et en effet, donc cette région est une région très impliquée dans le cadre des infrastructures ferroviaires.
très soutenante et qui en effet était, on en est fiers, la première région en France à signer ce protocole sur les lignes de desserte fine du territoire dès l'année 2020, le début de l'année 2020, la toute première après la mise en route de la loi d'orientation des mobilités. Et donc depuis maintenant 2020, nous déployons un programme intense, avec un rythme intense pour sauver, en tout cas pérenniser ces petites lignes. Quelques-unes c'est déjà fait, Tours-Chinon, Tours-Loge, Dourdan-la-Montbrol, et puis on va bientôt démarrer Chartres-Courtalin, une autre ligne importante. Et le Blanc-Argent, une ligne aussi particulière. Tout à l'heure, j'entendais citer Salbris. Donc voilà, dans ce coin-là. Et Bourges-Montluçon aussi dans les années à venir. Donc voilà, on est très investi pour continuer à perpétuer cet objectif de mobilité ferroviaire et durable, et également pour le fret, parce que c'est une région aussi dans laquelle la région investit aux côtés de l'État et des chargeurs, avec une règle en général un tiers, donc les chargeurs étant souvent des industriels, des céréaliers en grande partie, mais des céréaliers industriels, pour pérenniser et pour continuer à développer, y compris les capillaires fret. Quelques chiffres de ce point de vue-là, parce que peut-être que sur le côté industriel, alors les territoires qui ont envie de développer l'industrie, je pense qu'ils ont des besoins de mobilité, en effet, comme le disait Philippe Fournier, de la main-d'œuvre, des salariés, mais également des marchandises. Les marchandises rentrent et sortent dans une industrie, on a besoin de matières premières, puis on transforme et les marchandises ressortent. Et donc il faut imaginer qu'un train, c'est environ 40 camions. Un train de marchandises. Donc forcément, ça permet de massifier et d'émettre moins de gaz à effet de serre, parce que voilà, malgré le fait que beaucoup de trains de marchandises soient encore aussi des diesels, ça permet de transporter davantage. Et dans ce secteur-là en particulier, si je peux me permettre un petit éclairage, c'est peut-être le transport combiné qui est l'avenir. Moi, je pense aujourd'hui, c'est le secteur qui est dans le domaine du fret ferroviaire qui a un développement à 2 chiffres. Voilà, le fret conventionnel est en croissance avec beaucoup d'investissement et de concertation de l'ensemble des parties prenantes pour arriver à faire plus de fret, mais en particulier le transport combiné, donc c'est-à-dire le fait de mettre des caisses, passer les caisses qui sont sur les camions, les passer des camions au train et des trains aux camions. Ça, c'est en grande croissance. On y croit, dur comme fer. Il y a déjà 2 terminaux en région qui existent, un Saint-Pierre-des-Corps qui appartient à SNCF Réseau, et un à Vierzon pour le coup qui appartient à un groupe privé. Et puis avec la région et l'État et une autre région que je ne vais pas citer aujourd'hui, nous avons un projet ici au nord d'Orléans, aux Aubrais, dont on est très content parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour créer un terminal. Voilà, on me dit le sud de l'Île-de-France a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir un terminal pour faire du chargement de camions. Et donc ça, c'est un des grands projets que nous portons pour les années à venir. Alors merci beaucoup. On reviendra sans doute avec vous sur un autre aspect qui est davantage industriel en quelque sorte. Je vais me tourner vers Élise Bon. Alors je le disais, vous êtes donc en charge de l'environnement pour Vinci Autoroute. Le milieu autoroutier, c'est un environnement artificialisé, bien sûr, on le sait, mais c'est aussi un espace naturel important, un espace foncier. Vous avez signé, Vinci Autoroute, donc une convention avec l'Office national des forêts, c'était en début d'année, je crois, pour justement la gestion de cet espace. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont les projets et qu'est-ce qui se met en œuvre? Merci. Alors, je vais répondre à votre question, mais si je peux me permettre, parce que je vais réagir aux précédentes interventions, parce qu'en effet, les transports, c'est 33% des émissions de CO2, et parmi ces émissions, il y en a quand même 95% qui sont situées sur la route, puisqu'en effet, notre mix énergétique et notre réseau ferré est relativement bien électrifié. Et donc 95% de ces 30%, c'est une partie non négligeable. Et parmi celles-là, il y en a 25% qui se passent sur autoroute. Donc en fait, l'autoroute représente 7% des émissions de la France.
les autoroutes concédées représentent 7% des émissions de la France. Vinci Autoroute, on a la moitié de ces autoroutes concédées, donc on a un peu plus de 3% des émissions de la France qui circulent sur nos autoroutes. Ce sont les émissions de nos clients. Donc l'enjeu de la décarbonation, il est évidemment important, comme le disait Greg, sur les transports. On ne décarbonera pas la France si on ne décarbone pas les transports. Et pour décarboner les transports, il faut décarboner la route. Bien sûr, il y a un grand projet de transfert modal vers le ferroviaire, mais ce transfert modal ne suffira pas à décarboner les transports, puisque une masse substantielle restera sur la route, notamment parce qu'il y a des hausses d'emport. Et donc il faut s'attaquer, la conviction de Vinci Autoroute, c'est qu'il faut aussi s'attaquer à la décarbonation de la route et évidemment de l'autoroute, puisque ça représente une part importante, puisque tout simplement on circule plus vite sur autoroute, donc on y met plus. Et donc nous, moi je suis en charge de la politique environnement, on a évidemment une politique vraiment qui inclut la décarbonation de nos clients, la réduction des émissions de nos clients en 5 points. Le premier, ça a été évoqué par monsieur le vice-président tout à l'heure, c'est les mobilités partagées. Et l'infrastructure autoroutière est un lieu pour accueillir ces mobilités partagées, notamment donc, comment on met plus de personnes dans moins de véhicules, y compris sur l'autoroute, comment est-ce qu'on met plus d'emports dans moins de camions sur autoroute. L'infrastructure autoroutière, elle est plastique, elle existe, donc elle peut accueillir des tests, elle peut accueillir des expérimentations pour mettre des arrêts de bus sur autoroute très simplement, pour, si ça fonctionne, les convertir en pôles d'échange multimodaux. Donc ça, c'est un des sujets importants pour nous. Évidemment, accueillir des mobilités décarbonées. Donc comment est-ce qu'on rassure nos clients pour pouvoir s'équiper de véhicules électriques et se recharger avec le service adéquat sur l'autoroute, puisque c'est sans doute l'endroit où c'est le plus contraint, puisqu'on a envie de le faire rapidement. Donc il faut délivrer une grande puissance en peu de temps pour les véhicules. Et également l'enjeu des poids lourds, parce que les poids lourds représentent chez nous 15% du trafic, mais presque 40% de nos émissions. Donc comment est-ce qu'on permet à des véhicules moins carbonés en poids lourd d'être ravitaillés, donc évidemment avec des batteries, mais ça veut dire une quantité importante d'électricité. Donc c'est un sujet de raccordement, c'est un sujet d'apport de puissance sur le réseau, donc localement, ou même de l'hydrogène. Ça, c'est des sujets, on a encore un enjeu technologique, on ne sait pas dans quel côté quelle va être la direction prise entre l'électrique, l'hydrogène ou les biogaz, même si on pense que c'est plutôt de la transition à court terme pour le biogaz. Et donc pour tout cela, j'arrive rapidement sur votre sujet. Il y a le foncier. Donc tout ça nécessite beaucoup d'électricité. Le foncier autoroutier est un foncier très important. On a le foncier, donc à l'échelle de Vinci Autoroute, il y a 45 000 hectares de foncier. Il y en a que 15 000 qui sont artificialisés, c'est-à-dire revêtus de bitume, plutôt, ou imperméabilisés, on va dire. Et donc ce foncier est propice au développement de solaire photovoltaïque. C'est du foncier qui est boisé pour ce parti, mais pas tant que ça. On a repéré à peu près 1000 hectares, donc ça permettrait de faire 1 gigawatt de solaire sur des délaissés, c'est-à-dire sans artificialiser davantage. C'est sur ce qu'on appelle les délaissiers, donc les bords d'autoroute, les fonds d'air, ou ce foncier qui était utilisé pour la construction de l'autoroute, mais qui ne l'est plus. Et enfin, un des points, c'est le dernier point qui est moins relatif à la décarbonation, quoique, mais qui est relatif à l'intégration dans les milieux naturels. C'est en effet ce foncier qui fait donc 30 000 hectares de foncier naturel. Il joue un rôle évidemment sur les territoires, et c'est un foncier que l'on souhaite... sur lequel on a une grande histoire d'entretien extensif, d'entretien sans phyto. Donc c'est un foncier qui est assez varié. Il peut être cultivé, il est souvent pâturé. Il est souvent une réserve de biodiversité parce qu'il est dans des abords qui sont dans des cultures intensives, et celui-là est
préserver de culture intensive. Donc il peut être une manière moins instinctive, mais il est une réserve de biodiversité pour certains sujets. Et dans d'autres endroits, il mérite d'être accompagné pour accélérer une dynamique de biodiversité et jouer pleinement ce rôle de refuge pour les biodiversités. Donc on a signé en effet au début de l'année une convention avec l'ONF pour qu'il nous aide à identifier du foncier sur lequel on peut apporter par de l'ingénierie une amélioration des fonctionnalités écologiques du sol, les fonctionnalités écologiques pour la création d'habitats propices au développement de faune et flore avec eux. Donc on fait le lien région par région. L'année prochaine, c'est la région sur laquelle on est qui va démarrer, d'identification des sites sur lesquels on peut intervenir pour simplement accélérer la dynamique de biodiversité. Ça peut être supprimer des espèces exotiques envahissantes, ça peut être recréer des paysages de bocage, ça peut être accompagner des agriculteurs qui font pâturer leurs élevages sur ces fonciers vers l'agroécologie. Voilà, c'est à peu près ce type de projet. Et donc, ils font partie de la transformation écologique du foncier autoroutier pour une meilleure intégration. Mais parmi d'autres, il y a également d'autres sujets de valorisation de la biodiversité. Merci en tous les cas pour cette présentation initiale très, très complète. On reviendra sans doute vers vous pour expliciter un certain nombre de ces projets, car des choses ont évolué, la loi notamment a évolué. En parlant de loi, j'en profite pour saluer qui nous a rejoint la présence du député Nicolas Forissier, qui est aussi élu régional. Et je me tourne vers Madame Marie de Tuder. Alors on parle de projets, on parle aussi d'investissements en cours, mais ces investissements, évidemment, il faut les financer. Et c'est là que votre expertise et votre travail intervient, celui de la Banque des territoires, alors avec des prêts particuliers, des prêts dédiés aux mobilités. Auprès de qui, auprès de quel projet vous intervenez, si vous pouvez nous en rappeler un petit peu le cadre en quelque sorte. Merci beaucoup. Donc la Banque des territoires, c'est le métier de la Caisse des dépôts qui est là pour accompagner nos clients principaux qui sont les collectivités et le service public local pour réaliser leurs projets. Donc on peut aussi accompagner des clients privés dans la mesure où ils sont porteurs de projets qui sont soutenus par les territoires et qui ont une utilité démontrée pour le territoire. On intervient effectivement de deux façons principalement, en prêtant à long terme sur des durées inédites pour le marché. Nous intervenons en carence de marché en utilisant la ressource du livret A et sur des usages qui sont autorisés et décidés par le gouvernement. On est vraiment dans une logique de soutien des politiques publiques. Et puis le deuxième moyen d'intervention, donc c'est l'investissement. Donc soit aux côtés des collectivités dans des entreprises publiques locales, où on est dans des entreprises avec un capital moitié privé, moitié public, soit dans des entreprises avec des acteurs privés seulement, dans la mesure où leur projet vient en soutien d'une politique prioritaire. Donc pour être très concrète sur la mobilité, la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, nous sommes un acteur historique. Alors tout à l'heure je me faisais la petite réflexion qu'en fait l'initiative de la création de la Caisse des dépôts et de la Seigne qui nous accueille, vient de c'est la même. Donc nous avons 200 ans d'expérience. Et historiquement, donc la Caisse des dépôts intervient pour permettre aux territoires de réaliser des infrastructures lourdes et structurantes. Donc ça a été les voies ferrées, les infrastructures routières donc nationales, mais aussi nous pouvons intervenir pour tout ce qui est régional, départemental et communal. Il y a aussi toutes les infrastructures aéroportuaires, portuaires, fluviales que nous pouvons soutenir et financer.
Donc ça, c'est pour la partie un petit peu historique. À titre d'exemple, vous voyez la ligne TGV Tours-Bordeaux, c'est une délégation de service public. La Caisse des dépôts fait partie de la société qui est délégataire de ce service et qui a construit la ligne. Donc, il y a aussi les transports en commun dans les collectivités, et sur notre territoire, très concrètement, la Caisse des dépôts a permis en financement, alors cette fois-ci en prêt, de financer le tramway de Tours, avec des prêts de l'ordre de 100 millions d'euros dans les années 2012-2013. Et puis également le tramway d'Orléans, avec un prêt de l'ordre de 100 millions d'euros également, donc un peu plus tôt, en 2008 de mémoire. Donc voilà, des exemples très concrets, comment on agit sur le territoire. Le deuxième axe aujourd'hui, parce que la mobilité doit se transformer, on doit réfléchir notamment aux nouveaux usages, ce que vous disiez. Donc la Caisse des dépôts se lance dans une nouvelle aventure pour elle, pour soutenir les nouveaux modes de mobilité, l'autopartage, le covoiturage, les vélos en libre service. La Caisse des dépôts regarde comment soutenir les sociétés qui créent des services à destination des collectivités et des particuliers pour développer ces usages. L'exemple dans la région, typiquement, on a une belle société qui s'appelle GeoVélo, et la Caisse des dépôts a investi dans GeoVélo. Le business model de GeoVélo, c'est cohérent avec notre logique de comment on accompagne les territoires, parce que le business model de GeoVélo, c'est de mettre à disposition des particuliers des itinéraires gratuits, parce que leur principal métier, c'est d'accompagner les territoires dans leur réflexion sur comment je développe le vélo sur mon territoire. Donc voilà, ça c'est le deuxième axe de nouveaux services de mobilité dans lesquels on regarde comment appuyer l'accélération de ces nouveaux modes de transport. Et puis, le troisième axe très important pour la Caisse des dépôts dans les mobilités, c'est comment on participe pour décarboner les transports. Notre ligne directrice, c'est vraiment de permettre que chacun sur le territoire puisse se transporter tout en minimisant son impact sur l'environnement. Et dans cette logique, la troisième priorité et axe d'intervention de la Caisse des dépôts dans les transports, c'est le fait de décarboner le transport. Alors, on intervient, une nouveauté également, parce que historiquement on était une fois de plus sur des infrastructures lourdes, on intervient via des sociétés qui vont acheter des flottes de véhicules propres et qui vont ensuite les louer là où pour l'instant le secteur privé n'a pas encore trop agi. Donc principalement c'est louer des véhicules aux professionnels, des flottes utilitaires, et puis également aux collectivités, par exemple du matériel roulant, des bus propres. Voilà, donc ça c'est un nouvel axe d'intervention. Et puis, troisième axe d'intervention, le préalable pour que nous puissions utiliser des véhicules propres, c'est que quand on se déplace, on puisse refaire le plein d'énergie. Donc la priorité, c'est de mailler le territoire pour que chacun puisse se ravitailler. Et dans cette démarche-là, nous avons aujourd'hui déjà engagé des investissements dans l'installation de 80 stations de production et de distribution d'hydrogène, à peu près sur les territoires nationaux. Pour le GNV, c'est de l'ordre de 40 stations. Et puis, nous cherchons également à soutenir le développement de l'électrique. Et du coup, nous investissons énormément dans les réseaux de distribution de recharge de batteries électriques. Merci en tous les cas pour cette présentation très, très complète. Je vais revenir vers vous, Greg de Temerman. Madame de Tuder vient de nous en parler. On finance aujourd'hui des énergies propres, des moyens de transport propres, ce qui constitue un peu le futur.
des groupes de réflexion ont déjà émis l'idée de réserver, pourquoi pas demain et dès à présent, les financements publics à ces modes de transport et en quelque sorte à oublier le reste. Est-ce que ça vous paraît imaginable et est-ce que ça vous paraît surtout opportun dès à présent, disons? Déjà, je vais me permettre une petite parenthèse. Quand on parle de mobilité propre, il faut être un peu prudent, hein, parce que tout a un impact, et donc la question c'est de le minimiser au maximum, justement. Et il y a un petit paradoxe quand on va parler de transition aussi, c'est que, on le sent en ce moment, hein, on est dans une crise énergétique, qui est d'ailleurs la première vraie crise énergétique majeure, puisque c'est la première fois que toutes les énergies sont concernées, donc toutes les énergies ont un problème. Donc oui, il faudrait flécher les investissements vers des alternatives. Le problème quand on parle de transition, c'est bien de penser que c'est un chemin, et c'est un chemin qui va être, c'est pas un chemin tranquille, c'est un chemin qui va avoir pas mal de bosses. Pourquoi? Parce que par exemple en ce moment, si vous avez une voiture électrique ou une voiture hydrogène, il n'y en a pas trop, mais une voiture électrique, vous êtes quelqu'un qui va chercher une borne, d'accord? Dans 20 ans, si vous avez une voiture thermique, vous serez quelqu'un qui va chercher une station, hein, et à quel prix vous allez avoir de l'essence dans 20 ans et combien il y aura encore de stations, parce que le modèle économique décline de la même façon que si vous voulez utiliser du gaz dans 30 ans, une grande partie de l'infrastructure de gaz devrait être démantelée. Donc comment on fait tout ça? Pourquoi je mentionne ça? Parce que effectivement il va falloir accélérer sur les financements pour développer des nouvelles choses, il va falloir fermer des choses, c'est aussi ce qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que c'est pas une question d'addition de nouvelles choses, mais il va falloir que les voitures thermiques ou que les camions thermiques s'arrêtent à un moment, sinon on n'a pas vraiment résolu le problème. Et donc ça veut dire qu'il faut en même temps investir dans des alternatives et s'assurer que la transition, le déclin de l'infrastructure fossile ou pétrolière se fasse de façon plus ou moins contrôlée. Ce qui est en train de se passer en ce moment à l'échelle mondiale, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, on investit de moins en moins dans le pétrole, dans l'exploration pétrolière, donc on pourrait se dire c'est très bien, puisqu'après tout c'est ce qu'il faut faire, et en plus le déclin des investissements est plus ou moins en ligne avec ce qu'il faudrait faire. Le problème c'est que la demande ne bouge pas. D'accord, donc on va avoir de moins en moins de pétrole disponible et la demande, elle, ne bouge pas. Et donc si ça se prépare pas, comment ça se répercute? C'est des hausses de prix. Et donc malheureusement, en fait, il va falloir commencer à réfléchir à d'une investir dans les alternatives propres, mais aussi de s'assurer qu'on désinvestit correctement dans les infrastructures existantes si on veut éviter des chocs de prix. Parce que, vous allez tous voir en janvier, la facture énergétique va augmenter. Et encore, on est très protégé en France. Donc c'est assez difficile. Quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, si on dit il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à faire des voitures électriques et de l'hydrogène. Enfin, alors l'hydrogène, on pourra en parler, mais il n'y a qu'à faire des voitures électriques et des camions électriques, c'est très bien. Mais il y a une grande partie des choses il y a 40 millions de voitures en France, par exemple, qui fonctionnent à l'essence. Et la question, c'est comment on les fait disparaître. Alors, on parle d'investissement. Francesca Assetto, je reviens vers vous à propos donc de SNCF Réseau. Alors, vous nous avez détaillé vos activités pour effectivement le transport et le fret régional notamment, mais SNCF Réseau, c'est aussi en quelque sorte une entreprise qui fait travailler l'industrie, et notamment l'industrie dans cette région. Tout à fait, c'est vrai qu'on est, je pense, un acteur majeur, le chef de file de la filière industrielle ferroviaire, et on sait pas probablement que nous sommes le premier acheteur en France après l'État, avec donc au niveau français 5,6 milliards d'euros d'achats par an, donc c'est énorme. Et 1 euro investi chez SNCF Réseau, c'est 80 centimes d'euros dans l'industrie, dans les entreprises, et donc on peut dire 95% en France. Donc c'est vraiment on est voilà à la pompe d'une grosse machine industrielle fondamentale, et dont je pense que la France est fière, parce que l'industrie ferroviaire française reste encore un fleuron dans le monde. Particulièrement au centre Val-de-Loire, on est à plus de 150 millions d'achats par an, et dans différents secteurs, que ça soit le bâtiment, les travaux publics bien sûr, mais aussi le conseil en ingénierie expertise, la métallurgie, je sais qu'ici vous y êtes sensible, les machines, les équipements, et nous sommes en effet fiers de travailler avec des entreprises locales mais qui ont un rayonnement national. Je pense à Sateba, qui est un des grands producteurs de traverses, qui est en Touraine, et les traverses béton, voilà, on les utilise sur les chantiers ici, mais elles partent partout
en France, donc depuis, si je ne me trompe pas, La Riche. Idem, donc on est aussi très, très content. Mecoli, qui est un grand acteur donc, des travaux du BTP ferroviaire, qui était un acteur local, a été racheté par Eiffage. Et Eiffage donc, installe son siège de Eiffage Rail en Touraine également. Donc on voit bien que c'est une région centrale de ce point de vue-là, où je pense encore à Baudin, qui est à Châteauneuf-sur-Loire, qui nous construit des magnifiques ponts rails ou des charpentes, voilà, qui servent pour les gares, des structures métalliques voilà. Donc on voit donc que nous sommes aussi à l'origine donc de développement industriel. Nous travaillons, on fait tout pour travailler en partenariat. Je pense notamment à la construction de trains-usines. Nous, on intervient autant que possible avec des trains-usines. C'est des trains, on appelle ça des suites rapides. C'est des manières de faire les travaux de manière très industrielle, plus importante, invasive d'un point de vue capacité, parce que la plupart du temps, on ferme les lignes quand on fait intervenir ces trains, mais ça va beaucoup plus vite. Et on a, par exemple, depuis maintenant 2 ans, des trains-usines qui remplacent les poteaux caténaires. On les a eus entre Tours et Orléans, et ils reviennent parce qu'on les fait par morceaux de ligne. Et ce sont des trains qui ont été développés entre SNCF Réseau et des entreprises industrielles. Voilà, nous on écrit des cahiers des charges, on essaye, voilà, et c'est vraiment ce travail itératif et partenarial qui permet de créer l'innovation. Et puis on a aussi, je pense que c'est un des avantages, c'est comme on est voilà, comme une commande publique, on a une visibilité à très long terme. Donc ça permet aussi aux industriels de pouvoir investir souvent sur leur outil industriel, sur de l'innovation, parce qu'ils savent qu'on n'est pas un client volatile, on est un client qui est là pour rester. Et ça, je pense aussi que ça fait vraiment une des grandes qualités vis-à-vis de cette industrie ferroviaire. On peut compter sur nous, voilà, on demande aux entreprises d'investir, mais derrière, on peut compter sur nous sur le long terme. Merci Madame. Toujours en matière d'investissement, Élise Bon, vous nous en avez dit quelques mots tout à l'heure. Des projets existent, notamment en ce qui concerne le photovoltaïque. Alors, de façon concrète, ça va se traduire comment? Par exemple, sur l'autoroute dont on sait, donc, comme je le rappelais tout à l'heure, que la loi a rompu quelques barrières, notamment en matière d'aménagement le long des autoroutes. Est-ce que ça veut dire que sur l'autoroute A10, par exemple, on verra bientôt, à échéance de quoi, 4-5 ans, des panneaux solaires? Oui, alors en effet, le foncier, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le foncier qui est maîtrisé, c'est-à-dire qui fait partie de ce qu'on appelle le domaine public autoroutier concédé, qui fait partie donc cette délégation de service public, et représente, il y a 2 tiers qui est du foncier non imperméabilisé et 1 tiers qui est du foncier imperméabilisé, là où on circule et là où on s'arrête pour les aires. Donc sur ce foncier non imperméabilisé, on cherche à développer et faire développer des centrales solaires. Il faut quand même qu'il y ait certaines... donc ça peut être soit des ombrières déjà sur les aires de service, ça peut être des panneaux solaires en toiture, mais le gros du gisement est sur le foncier, le foncier autoroutier, le DPAC, foncier autoroutier concédé, le domaine public autoroutier concédé. Et en effet, l'évolution de la réglementation permet maintenant de développer des centrales sur ce foncier, puisqu'il y a un sujet de temporisation. C'est du développement de concessions, enfin de centrales sur une certaine durée, et un développeur vient développer cette centrale sur un temps donné, et cette conjonction de temps a été résolue il n'y a pas très longtemps, qui permet maintenant de viser à peu près, donc je disais 1000 hectares de foncier propice sur l'ensemble du réseau, évidemment un petit peu plus dans le sud qu'au nord de notre réseau, mais notre réseau est quand même relativement au sud, donc il y en a aussi également dans cette région. Donc là, la façon dont on fait, c'est donc de vérifier la géométrie du foncier pour qu'il soit propice à une installation, mais également ce qui fait la faisabilité technique, c'est la distance de raccordement électrique, pour pouvoir, parce le foncier est quand même pas forcément tout le temps près d'un poste de transfo ou d'une alimentation propice. Donc c'est un des sujets de tri aujourd'hui, de la faisabilité technique. Et puis ensuite, il y a des études environnementales, évidemment, qui font que les projets devraient sortir d'a priori à partir de 2024.
2024. Greg de Temerman, je vous vois approuver en quelque sorte le propos d'Élise Bon. Sur le photovoltaïque en France, juste on rappelle quelques chiffres, c'est 15 gigawatts de puissance installée à ce jour. Je crois que le président de la République a fixé l'objectif de 100 à échéance 2050, je crois, donc c'est énorme, c'est 8 fois plus. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que ça vous semble être une des voies tracées pour l'avenir, justement? Alors, ça me permet d'appuyer sur une chose, c'est que dans le futur, on aura besoin beaucoup plus d'électricité. D'accord ? Parce qu'un des leviers de la décarbonation, c'est d'électrifier. Alors, il y a plein d'avantages, notamment dans les transports. Si vous électrifiez les transports, c'est beaucoup plus efficace, donc ça nécessite moins d'énergie, mais plus d'électricité. Ce n'est pas toujours évident à comprendre, mais c'est important de s'en rappeler. On estime que d'ici 2050, si on suit nos objectifs, ce qui est quand même un gros si, il faudra entre 35 et 40% d'électricité en plus. Ce qui veut dire qu'il faut développer des capacités de production, il faut aller relativement vite, et en ce moment, qu'on soit pro ou anti-nucléaire, il y a une vérité, c'est qu'à part Flamanville, le prochain réacteur nucléaire français qui sera sur le réseau, ce sera 2035-2037. Donc la seule façon en France en ce moment d'avoir plus d'électricité, et vous savez qu'on a un petit problème d'électricité bas carbone en ce moment d'ailleurs, la seule façon d'avoir beaucoup plus d'électricité vite, c'est du photovoltaïque et de l'éolien. L'hydraulique, on est un peu limité en capacité. L'avantage de cette technologie, notamment le photovoltaïque, c'est que ça a diminué en coût de 90% sur les 10 dernières années. C'est une des technologies les moins chères, c'est une des technologies qu'on peut déployer le plus rapidement. Alors il y a des études d'impact, il y a des études de localisation, mais c'est une industrie qui est en plein boom. À l'échelle mondiale, c'est 250 gigawatts de photovoltaïque installés cette année, et on estime que ça peut monter à 600 gigawatts dans les prochaines années. Donc oui, c'est une des voies à faire. La question que ça pose, c'est sur quel terrain vous l'utilisez. Il me semble qu'il y a une mesure qui est passée il n'y a pas très longtemps pour inciter à mettre des ombrières sur le maximum de parking. Donc on a plein d'espaces en fait qu'on peut utiliser avant d'artificialiser des sols. Et ensuite, si on veut aller plus loin, il y a des choses très intéressantes comme l'agrivoltaïque, c'est-à-dire que vous mettez des panneaux plus hauts, mais vous êtes quand même capable de faire de la culture en dessous sur certains types de cultures. Donc oui, on n'a pas en fait trop le choix dans les 15 à 20 ans à venir que de faire des renouvelables et d'aller assez vite, parce que c'est important de s'en souvenir. Plus on sera limité en électricité bas carbone, moins on pourra décarboner. Et plus on aura d'électricité, bas carbone tant qu'à faire, plus on aura d'électricité bas carbone, plus on pourra décarboner l'industrie et d'autres choses, et voire redevenir compétitif, parce qu'on aura une électricité relativement peu chère et décarbonée. Marie de Tuder, je reviens vers vous avec, en quelque sorte, la même question que je posais tout à l'heure à Greg de Temerman, mais là pour votre regard, je dirais, de juriste, sur justement les investissements. Est-ce qu'il est opportun, mais surtout envisageable, qu'on donne non seulement la priorité, mais un jour peut-être l'exclusivité au durable, en quelque sorte, et qu'on oublie le reste? Je pense que il faut tout voir à une échelle de temps. Je pense que ce que je dis est à titre personnel. C'est un peu une colle, on n'avait pas parlé de ça. Moi, je pense à titre personnel que si tout se passe bien, en toute logique, on ira vers ça. On ira vers ça parce que pourquoi utiliser des ressources d'énergie polluantes si on maîtrise les technologies et qu'on a les infrastructures qui nous permettent de répondre à nos besoins de consommation en utilisant des énergies vertes. Je ne vois pas pourquoi on ferait autrement. Donc après, c'est une question de temps. C'est la problématique de la transition que soulevait M. Temerman. C'est aussi une question, c'était intéressant tout à l'heure, je trouvais la logique de désinvestissement, parce que derrière aussi, il y a une question d'emploi. C'est dur d'aller dire à des personnes qui travaillent dans une industrie que parce qu'aujourd'hui c'est plus le sens de la planète, il va falloir se reconvertir. Alors on en parlait, je pense qu'on en parlait sous le prisme des investissements, mais derrière c'est surtout, je pense, le facteur humain qui en réalité est difficile. Sinon on le ferait beaucoup plus facilement. Et il faut respecter tout ça. Et je trouve que ça illustre bien la difficulté de la démarche de transition. Voilà, c'est parfois des drames. Mais on est là pour ça. Alors justement, la Caisse des dépôts, aujourd'hui, je vous disais, c'est un acteur historique des infrastructures, mais par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire essayer de recentrer nos interventions sur tout ce qui est mobilité verte, on y vient.
puisque aujourd'hui la Caisse des dépôts, quand elle investit dans de la voirie, elle demande à ce qu'il y ait une dimension verte d'adaptation aux mobilités douces. Donc voilà, il y a aussi d'une façon plus globale, pas que sur la mobilité, mais tout le secteur du financement va devoir y venir, puisque aujourd'hui on a des normes européennes qui vont obliger en fait les financeurs et les entreprises à vraiment évaluer l'impact carbone sur la base de mêmes normes, donc ça s'appelle la taxonomie, sur la même base, la base de la même grille de lecture pour évaluer l'impact carbone de leur action. Et donc du coup, ça sera plus chaque entreprise qui, en fonction de sa communication, va dire bah moi j'ai une action verte sur tel point. Ça va vraiment être très normé, l'évaluation de l'impact du financement. Donc on y vient. Et puis effectivement sur le développement des énergies. Donc, tout à l'heure je parlais de l'intervention de la Caisse des dépôts pour les énergies liées directement au transport, mais on est totalement en ligne avec nos priorités d'action sont totalement en ligne avec ce que disait Monsieur de Tenerman, puisque nous avons également une activité très forte d'investissement dans le développement et de projets de production d'énergie verte. Alors le solaire historiquement dès 2008, l'éolien en mer, l'hydraulique. Aujourd'hui, les parcs éoliens en mer, il y en a la moitié dans lesquels la Caisse des dépôts a investi. Titre d'exemple. Donc voilà, historiquement, on est très investi. On regarde aussi en ce moment des projets pour essayer de fournir de l'énergie verte à des industriels directement, en fait. Pour qu'il puisse y avoir une ressource locale, mais aussi une maîtrise et sortir de la dépendance au marché. Et donc ça, c'est sur différentes filières. Là, on parlait de l'électricité, parce que ce que je citais, l'éolien, le solaire, c'est pour produire de l'électricité. Mais finalement, les industriels, ils peuvent aussi utiliser d'autres sources d'énergie directement. Donc le GNV ou l'hydrogène. J'en parlais pour les usages mobilité, mais en réalité, on peut aussi utiliser ces sources d'énergie pour des usages, pas que des usages de mobilité. Donc on travaille aussi sur ce type de projet. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec des privés. Par exemple, pour utiliser, en fait, tout ça est un peu complémentaire, parce que pour utiliser les énergies vertes, les collectivités doivent aussi faire des investissements pour adapter leurs locaux et se construire de l'alimentation. Donc là, par exemple, récemment, le syndicat des mobilités de Touraine a emprunté chez nous pour mettre aux normes ses hangars. Et construire une station de compression de gaz pour passer au GNV. Donc voilà, tout ça est très complémentaire. Tout à fait. Et il faut avancer en même temps. Comme disait le vice-président tout à l'heure, il faut tenter des choses, il faut s'adapter et il faut être agile. Francesca, assez tôt, je me tourne vers vous de nouveau. Madame de Tuder évoquait justement le facteur humain. Il est important, j'imagine qu'il est particulièrement important dans une entreprise comme la vôtre, les femmes et les hommes qui travaillent à SNCF Réseau. Comment est-ce qu'on aborde, je dirais, en interne, ces grandes mutations, cette sobriété obligée et surtout ces nouvelles pratiques à l'échelle d'une entreprise comme la vôtre ? Alors c'est un grand enjeu de transformation, d'autant plus que chez nous, traditionnellement, les gens rentrent jeunes et restent longtemps. Donc on trouve aujourd'hui dans nos employés des générations très différentes, donc des jeunes qui poussent de manière très forte à ce que ça aille vite et ça se transforme vite et qui viennent chez nous attirés justement par une entreprise qui se voit comme une solution, en tout cas une partie de la solution dans cette transition écologique, et à la fois donc des générations plus anciennes, peut-être que j'en fais désormais partie d'ailleurs, pour qui c'est plus récent et pour qui ça pose beaucoup plus de questions. On était un peu habitués
à ne pas compter. Moi, je dis souvent que la France est un pays de cocagne. Voilà, je viens d'Italie et l'Italie l'est aussi, mais encore plus la France, je trouve. Et petit à petit, on s'aperçoit que cette cocagne est limitée et plus limitée. En tout cas, il faut davantage compter tout ça. Donc, c'est un grand enjeu de transformation que nous portons. Voilà, il y a des grands projets managériaux pour s'instruire sur ces sujets de société, apprendre aussi à inclure et à motiver et à fidéliser les nouvelles générations qui sont plus volatiles. Alors chez nous, quand on forme quelqu'un, déjà ça prend 2 ans minimum pour n'importe quel technicien, c'est 2 ans de formation. Et derrière, si la personne s'en va au bout de 2 ans, on a tout perdu. Donc, et on voit bien que c'est un vrai enjeu de fidéliser et d'engager. On recrute énormément parce que il y a une génération qui part à la retraite et puis des besoins qui se multiplient. Voilà, on a malgré le fait qu'on pense qu'on peut aller encore plus loin. Aujourd'hui, on a un contrat de performance avec l'État qui nous garantit 2,8 milliards par an d'investissement, ce qui est déjà beaucoup. Et que nous devons qu'on déploie par de la maintenance, des travaux, comme on disait, avec des entreprises partenaires, mais aussi avec notre propre main d'œuvre. Et donc, il y a une accélération et qui nous oblige donc à être toujours meilleurs en recrutement, en formation, à aller plus vite et à s'adapter. Voilà, donc ce sont des enjeux que nous abordons dans tous les sens, y compris dans des réflexions de comment on rembourse des forfaits mobilité douce avec le vélo et des choses comme ça. Voilà, ça touche à énormément d'aspects. Voilà, beaucoup de formations pour se projeter dans un avenir dans lequel on a vraiment envie de prendre notre part, en tout cas dans cette transition écologique, énergétique. Dans le photovoltaïque, on l'est aussi beaucoup. On a les mêmes problèmes, les mêmes projets que Vinci. Nous, on en a un sur l'ancien contournement de la ligne à grande vitesse à Tours. Voilà, il n'y a plus rien actuellement, donc on est en train de regarder comment mettre des panneaux photovoltaïques, les parkings des gares également, voilà. Donc on est dans tout ça et je pense que c'est un nouveau élément de fierté de la plupart de nos salariés. Justement, Vinci, vous nous le disiez tout à l'heure, et pour toutes les raisons que vous avez évoquées, on imagine que c'est aussi une entreprise qui change et des métiers qui changent. Oui, complètement. Alors, on a vraiment le même sujet que la SNCF, et je pense qu'en de manière un peu plus aiguë, c'est-à-dire que la Vinci Autoroutes a vraiment des enjeux pour démontrer de sa volonté de transformer. En gros, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le bilan, l'impact environnemental de Vinci Autoroutes, l'impact environnemental de ses clients et la nécessité absolue de faire cette transition. Je pense que le management l'a bien entendu. Et de manière, nous, on a... alors, je pense qu'il l'a entendu parce qu'ils sont très ingénieurs et quand on a démontré les calculs, les impacts, ça a quand même fait tilt pour cette génération, vous dites, qui est plus mobilisée de manière plus récente. Mais le sujet de l'acceptabilité du grand public et de l'attractivité des collaborateurs, il est évidemment fondamental. Et aujourd'hui, c'est un sujet, c'est la première question que nous posent la plupart des collaborateurs qui postulent, c'est comment se positionne Vinci Autoroutes vis-à-vis de la transition. Et là, elle est sans doute un peu plus aiguë que pour la SNCF parce que a priori, on n'est pas du bon côté, c'est-à-dire que donc on doit faire preuve de démonstration que la société doit démarrer sa transition sur sa propre activité. Donc ça veut dire qu'il faut transformer ses métiers. Et même si c'est un petit impact à l'échelle de l'impact que je vous ai dépeint au début, ça représente quand même une grande transformation. Transformer les flottes de véhicules, donc ça veut dire que c'est pas les mêmes manières de faire. Transformer la manière dont sur l'ensemble des contrôles. Enfin, tout ça, ça prend beaucoup d'énergie pour les collaborateurs, mais c'est en place, c'est en marche. Et puis comment est-ce qu'on rassure les collaborateurs sur le fait que participer à la politique environnementale de Vinci Autoroutes, c'est participer à la transition des mobilités. Et ça, je pense que cet argument, il est assez fédérateur. Mais maintenant, il doit se mettre en marche dans l'ensemble des actions RH. Et donc c'est un chantier qui prend beaucoup de place aujourd'hui parce qu'il est massif, mais il est évidemment très excitant pour nous. Greg de Temerman, on avait commencé par vous. Je vous propose de conclure. Comment est-ce que vous réagissez justement à
à ces projets, à ces arguments avancés par les acteurs et les actrices de l'industrie et du transport. Est-ce que tout ça est de nature à rassurer le scientifique que vous êtes, cette mobilisation? Question difficile. C'est pas trop une question d'être rassuré. En fait, on voit que les choses bougent. Le problème, et je l'ai dit dès le départ, en fait, c'est un problème de vitesse et d'amplitude. On a parlé beaucoup d'infrastructures ou de choses qui sont au temps long. Transformer l'infrastructure ferroviaire, ça demande d'avoir une vision à 10, 20, 30 ans, parce que ça va être à chaque fois des investissements élevés. Dès qu'on parle d'énergie, c'est pareil, c'est des investissements qui doivent durer sur des très longues durées. J'imagine que les autoroutes, c'est à peu près la même chose. Ce qui m'inquiète le plus, ce qu'il faut le plus garder en tête, c'est qu'il va falloir faire des choses très vite. Donc il faut regarder les choses qu'on peut faire le plus rapidement possible, tout en ayant une vision long terme, ce qui est compliqué en ce moment, pour plein de raisons. Parce que d'une, les choix qu'on fait maintenant peuvent nous accompagner pendant les 20 ou 30 ans à venir. C'est-à-dire si on décide de fermer la SNCF, il faudra en porter les conséquences pendant longtemps. A contrario, si on décide d'ouvrir plein de nouvelles lignes, ça ne va pas se passer tout de suite. Et donc c'est surtout ça qui est un petit peu frustrant quand vous parlez de climat, c'est qu'il faut aller très vite, mais qu'on est sur des choses qui ont une inertie énorme, d'où l'intérêt de regarder les choses qu'on peut faire le plus vite possible, ce qu'on appelle les low-hanging fruits en anglais, les choses que vous pouvez ramasser le plus vite, parce qu'il faut absolument conjuguer ces différences de temps. Et la dernière chose que je finirai par dire, c'est que le GIEC lui-même nous dit que d'ici 2030, en fait, on a toutes les technologies qu'il faut pour diminuer. C'est possible en théorie de diminuer les émissions d'un facteur 2 d'ici 10 ans. La question, c'est de déployer tout ce qu'il faut déployer suffisamment vite. Et là, on peut avoir une question philosophique, est-ce que c'est possible physiquement ou pas? À plus long terme, il y a des choses qui vont nécessiter des décisions maintenant et qui se matérialiseront en 2035, 40, 50, parce que ça prend beaucoup plus de temps à mettre en place. Ça fait à peu près 45 minutes qu'on est ensemble. Personnellement, je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que c'est votre cas aussi. En tous les cas, un grand merci à tous les quatre pour ces échanges intéressants. Merci à vous. Merci et bonne journée à tous.